à Versailles. Les deux présidents au pupitre vont pouvoir s'exprimer. On va les suivre. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je tenais d'abord à remercier le président Poutine d'avoir répondu à l'invitation que je lui avais faite il y a quelques jours lorsqu'il m'avait appelé après ma prise de fonction pour venir dans ce lieu symbolique où aujourd'hui nous célébrons les 300 ans, presque jour pour jour, de la visite de Pierre le Grand en France, alors pour mieux comprendre et connaître les secrets d'un royaume qui avait su étonner le monde. Et durant cette visite qui dura plusieurs semaines, Pierre le Grand passa plusieurs jours à Versailles, qui était alors le sommet des arts et techniques de l'époque, et où se préparaient déjà, au début du XVIIIe siècle, les idéaux des Lumières, en tout cas le génie qui allait faire cet esprit des Lumières. Il a pu s'entretenir à ce moment-là avec des ingénieurs, des écrivains, des archivistes. Et l'histoire nous enseigne d'alors qu'il revint en Russie quelque temps après avec des idées fortes, quelques convictions, des croquis, nous allons les voir ensemble dans quelques instants, et il fut élu membre honoraire de l'Académie royale des sciences dont il s'inspira, et avec une volonté véritablement de moderniser votre pays. Pierre le Grand, c'est le symbole de cette Russie qui veut s'ouvrir à l'Europe et qui veut tirer en Europe tout ce qu'elle a de grand, de fort, et nous en avons d'ailleurs tout à l'heure évoqué plusieurs aspects, y compris dans nos échanges un peu plus particulier. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui et qui a été jalonnée par nos plus grands penseurs, nos plus grands artistes et les chefs d'État successifs. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure le dessin préparatoire à la statue monumentale de Pierre le Grand, nous le verrons. Il vous est familier, Monsieur le Président, dans cette ville qui vous a vu naître et qui vous est chère. Et cette statue qui fait la fierté de Saint-Pétersbourg, votre ville bien-aimée, on la retrouve ici dans ses prémices. Cette Russie qui s'ouvre à l'Europe, cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Et c'est ce qui a été le fondement de notre discussion aujourd'hui. Cette histoire qui nous dépasse et qui a scellé l'amitié franco-russe. La France, le 7 mai dernier, a affirmé souverainement, dans l'élection présidentielle, son attachement à son indépendance, son engagement européen et sa volonté de peser dans le destin du monde. Aucun enjeu essentiel ne peut être traité aujourd'hui sur ces sujets sans dialoguer avec la Russie. Et c'est aussi pour cela que je souhaitais que nous puissions, ensemble, évoquer, comme nous l'avons fait pendant un long moment, l'ensemble des dossiers qui font le présent et l'avenir de nos 2 pays. Nous avons donc eu l'occasion de passer en revue l'ensemble des dossiers avec le président Poutine. Sur la Syrie, j'ai rappelé quelles étaient nos priorités. Et je crois que nous pouvons, sur cette voie, travailler ensemble, en tout cas c'est mon souhait, dans les prochaines semaines. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes, et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie, et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Ensuite, je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Je l'ai redit, je considère que dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. Et on l'a vu à chaque fois, ils ont conduit à faire progresser les groupements terroristes. C'est donc mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec 2 volontés profondes que
j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Et en la matière, je souhaite que d'ailleurs nous puissions échanger les informations utiles et travailler ensemble pour partager la lecture de la situation sur le terrain. Ensuite, la France sera vigilante pour que tous les accès humanitaires et les modalités d'évacuation humanitaire soient retenus sur l'ensemble des théâtres d'opération dans la région. Parce que là aussi, il y a un conflit dont la complexité n'est plus aujourd'hui à décrire, mais les populations civiles innocentes ne sauraient en être les victimes de, parfois, notre incapacité collective à prendre parti. C'est dans le cadre de ces principes que je souhaite que la coopération entre nos deux pays puisse se renforcer, avec une volonté qui est de trouver, dans la durée, une solution politique inclusive qui permettra, au-delà de l'éradication des terroristes, de ramener la paix en Syrie. Sur la situation en Ukraine, nous avons longuement parlé des différents points de détail et de mise en œuvre du processus dit de Minsk. Notre souhait, je crois pouvoir le dire, sous le contrôle du président Poutine, c'est que dans les meilleurs délais puisse se tenir à nouveau un échange sous le format dit Normandie, avec donc l'Allemagne et l'Ukraine, et qu'un bilan complet de ces éléments puisse être partagé, et en particulier que nous puissions, sous le format Normandie, avoir accès à un rapport détaillé de l'OSCE qui s'assure d'éléments extrêmement structurants et importants dans la région. Sur ce sujet, c'est donc un processus qui doit perdurer, mais sur lequel nous avons l'un et l'autre partagé nos vues. Et en tout cas, j'ai pour ma part rappelé la volonté que nous puissions aboutir, dans le cadre des engagements de Minsk, à une désescalade de ce conflit et de toutes les conséquences de part et d'autre qu'il a pu générer. Enfin, sur les sujets plus bilatéraux, j'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets qui touchent particulièrement à la fois nos valeurs et nos opinions publiques, et j'ai à cette occasion rappelé l'importance pour la France du respect de toutes les personnes, de toutes les minorités et de toutes les sensibilités dans la société civile. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG en Russie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visant à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. De manière plus large, nous avons partagé le souhait de créer un échange plus intense, plus transparent entre nos sociétés civiles, qui participera aussi du rapprochement indispensable entre celles-ci et d'un dialogue constructif. Aussi, comme cela existe aujourd'hui entre la Russie et l'Allemagne, nous sommes convenus que pour permettre à notre jeunesse, nos acteurs économiques, culturels, nos penseurs, de dialoguer, de se rapprocher et de surmonter les éventuelles incompréhensions, un forum franco-russe des sociétés civiles sera mis en place. Le dialogue du Trianon, si je puis l'appeler ainsi en référence à l'exposition que nous allons voir dans quelques instants, qui permettra un travail plus étroit entre nos sociétés civiles, notre communauté de recherche, d'enseignement et notre jeunesse. Sur la relation bilatérale, mon souhait est en effet que nous puissions poursuivre et même intensifier celle-ci. Sur le plan culturel, l'année dernière a été marquée par des expositions importantes, en particulier celle organisée à la Fondation Louis Vuitton en partenariat avec le musée de l'Ermitage et le musée Pouchkine, qui en fut un autre. Je veux veiller à ce que nos peintres, nos musiciens, nos écrivains, nos scientifiques puissent travailler ensemble dans les meilleures conditions. Et à ce titre, nos ministres de la Culture travailleront sur cette feuille de route. Je me réjouis d'ailleurs, Monsieur le Président, vous la verrez tout à l'heure, que
notre ministre de la Culture récemment nommée, Françoise Nyssen, est avant tout une grande éditrice et elle a contribué à faire connaître nombre d'auteurs russes pour toutes celles et ceux qui lisent le français, puisqu'en tant qu'éditrice, elle a soit fait découvrir, soit surtout fait découvrir des traductions plus adaptées de Dostoïevski, Tchekhov, Pouchkine et plusieurs autres. Intensifier nos relations bilatérales, c'est aussi poursuivre les projets économiques, les projets scientifiques, les projets de partenariat dans l'aéronautique, dans le spatial, dans l'énergie, qui ont été développés ces dernières années et auxquels nous serons l'un et l'autre vigilants. Je souhaite aussi que nous puissions fluidifier les relations en termes de financement de ces grands projets entre nos deux pays. Voilà, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, ce que je souhaitais en quelques mots rappeler de nos échanges, en souhaitant que l'un et l'autre, nous nous rappelions à chaque instant que cette histoire nous dépasse. Nous sommes ici dans cette galerie des batailles, elle célèbre beaucoup de victoires militaires. Mais ces victoires militaires ne doivent jamais faire oublier qu'elles étaient toujours le fruit d'incompréhension et qu'elles ont bien souvent fait tomber beaucoup d'hommes. Vous venez d'une ville et d'un pays qui s'est battu au début du siècle précédent pour la liberté, et en particulier la liberté de l'Europe. Et c'est toute cette histoire qui l'un et l'autre nous dépasse, et c'est fort de toute cette histoire, en venant ici à Versailles, que je souhaitais que l'un et l'autre, nous puissions sur tous les sujets qui font notre présent et le destin de nos nations, construire des solutions pragmatiques et exigeantes qui nous permettront de surmonter parfois les vicissitudes du quotidien. Je vous remercie. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, Mesdames et Messieurs, я со своей стороны тоже хочу поблагодарить. de ma part, je voudrais également remercier Monsieur le Président Пригласил меня во pour Францию, в этот l'invitation de замечательный venir en уголок France, Франции, dans Версаль, cette belle где ville de никогда раньше не Versailles был. que j'ai jamais visitée avant. Производит впечатление, Évidemment, что je это suis Франция, impressionnée par Versailles parce que cela reflète la grandiosité de la France et de son histoire. существенным образом объединяет. Et c'est l'histoire qui unit nos deux pays, la France et la Russie, et c'est l'exposition qui en témoigne aussi, l'exposition qu'on va visiter. Je parle de l'exposition qui marque 300 ans depuis la visite du tsar russe, du tsar réformateur Pierre le Grand en France. Mais la visite de Pierre le Grand n'a pas marqué le début des relations franco-russes. C'est l'histoire dont les racines remontent à l'époque d'antan. Vous savez, la reine française Anna russe, qui est la fille cadette du prince Yaroslav le Sage, c'est elle qui a contribué de beaucoup dans le développement de la France. Elle était une des fondatrices d'au moins 2 dynasties européennes. Je parle des Bourbons et des Valois. Et jusqu'au moment présent, l'une de ces dynasties règne en Espagne, comme nous savons. Mais c'est vrai que nous avons surtout abordé les sujets de nos relations bilatérales, les relations entre la Russie et l'Union européenne. On a discuté les points épineux sur le dossier global et on a essayé de trouver des approches communes pour résoudre ces problèmes épineux. Je suis convaincue que les intérêts fondamentaux de la Russie sont beaucoup plus importants que la situation politique présente. Et c'est surtout l'entrepreneur français qui le comprend plus qu'autrui. Les compagnies françaises fonctionnent toujours en Russie. Je rappelle qu'aucune des 500 compagnies françaises au cours de ces dernières années, malgré toutes les difficultés économiques, les restrictions économiques, n'a pas quitté le marché russe. De plus, on voit l'intérêt de nos amis français de développer l'interaction économique. L'année dernière, les investissements directs français dans l'économie russe sont montés de 2,5 milliards de dollars. En même temps, le chiffre d'affaires bilatéral continue de croître. L'année dernière, la croissance est montée jusqu'à 14% et c'est les premiers mois de
Ceux de cette année ont marqué la croissance de plus de 30%. On a également abordé les sujets de notre interaction humanitaire. On a discuté la nécessité des échanges entre la jeunesse de nos deux pays. Il faut inviter plus d'étudiants français en Russie et vice-versa. Il faut étudier la culture, l'histoire, les langues des peuples de nos deux pays. J'ai noté que dans le cercle du président, il y a beaucoup de gens qui connaissent la langue russe. Et j'espère que ce ne sont pas les experts de l'Union soviétique, ce sont les experts de la Russie. En sens plus global, je parle de l'histoire, de la culture, de la langue de notre pays. C'est un signe positif et j'espère que nous aurons plus de partisans ici entre nous, les gens qui nous comprennent, qui nous sentent, les gens avec qui on pourrait avoir un dialogue détaillé sur les sujets d'intérêt commun. À l'exposition qu'on va voir bientôt, on verra les objets très précieux du musée de l'Ermitage relatifs à la visite de Pierre le Grand en France. La visite, comme Monsieur le Président a déjà mentionné, était une date charnière dans les relations entre la France et la Russie, qui a marqué le caractère amical pour beaucoup d'années à suivre entre nos deux pays. On a abordé les sujets clés de l'agenda bilatéral, comme j'ai déjà dit. On a abordé les sujets économiques et culturels. On a également abordé le dossier ukrainien. On a discuté les solutions de la crise syrienne, évidemment. On a abordé également une situation très compliquée et très dangereuse, à mon avis, qui est le problème nucléaire dans la Corée du Nord. Je parle du programme des missiles, le programme nucléaire. On est convenu de chercher les solutions communes à tous ces problèmes, évidemment, afin d'éviter l'escalade et de mettre la situation sur les rails d'amélioration. On s'est mis d'accord que notre tâche principale, pour le moment, c'est la lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président a proposé de créer un groupe de travail, d'assurer les échanges des délégations russes et françaises. Et je voudrais saluer que sur le plan pratique, il faut coordonner nos actions dans la lutte contre le terrorisme qui est sans aucun doute est une grande menace pour la Russie aussi bien que pour les pays européens et en particulier pour la France. Ce qui concerne le dossier ukrainien, notre position est claire. Je l'ai évoqué au Monsieur le Président encore une fois. On ne peut pas éliminer le terrorisme en défiant l'État de la région qui sont déjà assez fragiles. Je suis convaincu que de concert, dans la lutte contre le terrorisme, on pourrait aboutir au succès. Mais encore une fois, je répète, on peut aboutir à un succès uniquement si on agit de concert contre cette peste du XXIe siècle. Encore une fois, je te remercie, Monsieur le Président, pour cette invitation. Je rappelle que le tsar Pierre le Grand a passé des semaines en France, mais on comprend que dans le monde diplomatique, c'est le principe de la réciprocité qui domine. J'invite de ma part Monsieur le Président. J'espère qu'il pourra passer des semaines en Russie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant prendre les questions. Лена Глушакова, РИА Новости. Сейчас празднуется 300 лет Bonjour, Monsieur le Président, on va célébrer cet anniversaire qui des 300 ans de l'instauration des relations diplomatiques russes et françaises. Par contre, on a l'impression qu'on n'a rien à célébrer. Il y a quand même des signaux positifs qui émanent du président Macron aussi bien que du président Poutine. Mais par contre, la situation est assez tendue. Vous venez d'annoncer cette commission bipartite. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de coopération franco-russe qui vont être restaurés dans la durée? Parce qu'il y en avait beaucoup et
travailler avec beaucoup d'efficacité? C'est la première question. Et puis, la deuxième question, la Russie est surtout et très souvent blâmée de son ingérence envers les élections présidentielles, notamment les élections en France. Est-ce que vous avez en parlé avec votre homologue français? Et est-ce que cela figurera au menu de négociation? Vous avez très bien noté que nous célébrons l'anniversaire de voyage de Pierre le Grand vers la France. Ce voyage a marqué quand même une étape très importante dans l'histoire de nos relations. Comment ça qu'il n'y a rien à célébrer? Voilà, on a trouvé un bon prétexte. On a toujours l'occasion de célébrer quelque chose. Il faut justement trouver le bon prétexte. Quitte à aller loin dans le temps. Il y a juste à titre d'exemple cette restauration de chiffre d'affaires qui est tenue. Il y a d'autres points de contact que nous voyons qui sont assez nombreux. Et je suis persuadée qu'il y a quand même toutes les possibilités pour nous tous d'aller dans le même sens et de pouvoir trouver toute solution à toute crise possible. Par rapport à la deuxième partie de votre question, de notre ingérence dans des élections, notamment les élections françaises, je vous assure qu'on n'en a pas parlé. Monsieur le Président n'a pas fait d'attention sur ce point. De mon côté, je crois que ça n'existe pas comme problème. Sur votre sujet, d'abord, nous réactivons, comme ça a été fait il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, il faut le poursuivre et l'intensifier, le dialogue stratégique économique. Ensuite, il y a l'avancée que nous avons évoquée l'un et l'autre, qui est ce groupe de travail conjoint sur la situation syrienne. Et nous sommes convenus l'un et l'autre, j'en informerai d'ailleurs la chancelière dans les prochaines heures, de notre souhait d'avoir une discussion en format dit-Normandie pour le suivi du processus de Minsk, avec justement la présence en début d'échange de l'OSCE. Ce sont des avancées concrètes qui marque le fruit de notre discussion. Les grandes choses se construisent dans la durée. Quant aux dernières élections françaises, nous l'avons évoqué lorsque le président Poutine m'a appelé pour me féliciter. Moi, je suis un pragmatique. On a évoqué les choses sur ce sujet-là. J'ai dit au président ce que j'avais à dire, il m'a dit ce qu'il avait à dire, et j'avance. Ce qui m'importe, c'est de régler les situations spécifiques, importantes, que nous avons évoqué durant cette conférence de presse. Donc quand j'ai dit les choses une fois, je n'ai pas pour habitude d'y revenir. Bonjour Monsieur le Président, Hervé Asquin de l'agence France Presse. Monsieur Poutine, vous aviez reçu au Kremlin, c'était en mars, la candidate du Front National, lui apportant un soutien au moins tacite dans la campagne présidentielle française. Et puis on vient de l'évoquer aussi, il y a eu cette affaire des hackers, peut-être russes, qui se seraient mêlés de cette campagne française. Alors je vous le demande, et je le demande d'ailleurs à tous les deux, à vous voir à cette tribune aujourd'hui, l'un à côté de l'autre, on n'a pas le sentiment que la relation franco-russe soit encore très chaleureuse, mais est-ce que cette rencontre a permis de la réchauffer quelque peu? Et puis, puisqu'on parle du climat de cette rencontre, il y a aussi la question des droits de l'homme, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous avez abordé très directement, est-ce que vous avez pu progresser sur un certain nombre de sujets? Je pense par exemple au Français Yann Barbero ou au journaliste russe Roman Souchenko. Merci. Sur ce sujet, je laisserai le président Poutine me compléter comme il le souhaite. Sur le premier point, il ne m'appartient pas de commenter la visite de Madame Le Pen au mois de mars dernier. Moi, j'ai un principe simple. Les élections, c'est le peuple souverain qui en décide. Le peuple souverain n'a pas donné raison à Madame Le Pen en France. Le reste, ça n'est même pas de la littérature, pour citer de manière détournée le poète. Pour ce qui est de ce qui s'est passé durant la campagne, nous l'avons évoqué lors de notre premier échange avec le président Poutine. Et enfin, moi, je n'ai jamais considéré que ni la vie politique ni la diplomatie ne consistaient à commenter soi-même des éléments de thermodynamique ou de chimie personnelle. Ça consiste à apporter des solutions concrètes à nos problèmes réels. Donc la chaleur, elle est dans la pièce et dans le climat qui nous entoure.
mais surtout c'était un échange, le premier que nous avions l'un et l'autre. Je crois que ça a été un échange extrêmement franc, direct, avec beaucoup de choses qui se sont dites. Pour ma part, j'ai dit en totalité ce que je pensais des différentes situations évoquées avec le président Poutine. Il y a une part de ce que je lui ai dit que je ne vous dirai pas, parce qu'il en va ainsi des relations diplomatiques et il en va ainsi de la bonne politique, mais nous nous sommes, je crois, tout dit. Alors, on partage des désaccords, mais au moins on les a partagés, et surtout, on voit comment construire de manière concrète une action commune. Et je vous le dis très simplement, nous devons construire cette action commune. Parce que si on ne crée pas les conditions pour ce faire, nous n'avancerons pas sur les sujets évoqués. Si nous n'avons pas un dialogue franc, sincère, qui parfois, évidemment, est fait de désagréments, mais qui est exigeant de part et d'autre, nous n'arriverons à aucune avancée, ni sur le sujet ukrainien, ni sur le sujet syrien, pour ne citer que ces deux-là. Ensuite, sur le cas des droits de l'homme et des différents sujets, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous en avons parlé. Pour les cas particuliers, nous les avons évoqués, et nous continuerons à le faire, mais ça n'est pas servir ces cas particuliers que de les évoquer en public. Sachez particulièrement que je suis très attaché à ce que sur chacun de ces sujets, il puisse y avoir une avancée concrète et à ce qu'on puisse trouver une solution qui corresponde aux valeurs que nous défendons et auxquelles je ne céderai rien. Alors, la première partie, ou plutôt la deuxième partie de votre question par rapport à des hackers russes, je voudrais attirer cette attention qui est la vôtre envers la formule qui a été trouvée pour cette question. Du moins, la traduction a été la suivante. Vous avez dit, on dit que peut-être la Russie aurait-elle s'ingéré dans les élections françaises. En fait, chers collègues, comment peut-on donner le commentaire par rapport à ça? Qui dit à la base de quoi dit-on? Et puis peut-être seraient les hackers russes, mais peut-être ce ne sont pas les faits établis en fait. Et on n'est pas censé de faire des conclusions en résultat de ces propositions. Peut-être les mass-médias peuvent se permettre de faire des conclusions à la base de tels points de vue, mais c'est en fait pour ça que la presse existe, que le mass-média existe, pour faire parler de certaines opinions, mais en revanche, les hommes politiques ne sont pas là pour faire des conclusions à la base des propositions qui ne sont pas prouvées par rien. C'est la première partie de votre question. Et la deuxième question par rapport à cette réception de Mme Le Pen qui a été organisée à Kremlin, mais en fait, ce ne sera pas surprise pour vous que de dire que ça n'a pas été sa première visite à Kremlin. Elle a été accueillie à Moscou à plusieurs reprises. Et si l'on parle toujours de l'identité des peuples européens, de renforcement de la souveraineté des pays européens, c'est toujours important pour tout le monde et elle en parle, bien sûr qu'elle a raison d'en parler. Peut-être que ma position n'est pas la même que la position de certains de mes collègues européens, mais en revanche, je l'ai toujours évoquée d'une manière très franche. Et en fait, c'est pour cette position qu'elle a été intéressée de venir me voir. Et en plus, on est en Russie ouvert à toutes sortes de contacts et nous sommes prêts à accueillir tout le monde, mais tout le monde. Et si Mme Le Pen nous a demandé de nous rendre visite, alors pourquoi pas ne pas accueillir? Et d'ailleurs, ce qui est surtout important pour nous, que depuis toujours, mais depuis des lustres, elle a publiquement œuvré pour le rapprochement des relations avec la Russie. Alors ce serait même bizarre et étrange pour nous que de renverser cette main qui était tendue en notre faveur. Et je vous assure que nous respectons hautement les personnalités politiques européennes qui recherchent la coopération multi-horizontale, multipartite avec la Russie. Alors pourquoi nier cette rencontre? Ça serait bizarre. Et en plus, bien sûr qu'on se donnait toute image parfaite de la situation politique en France, bien sûr qu'on suivait tous les sondages, on suivait la situation, la perception des Français par rapport à leurs candidats. On voyait très bien quelle est la personne qui serait élue, qui serait choisie par la majorité de Français. Bien sûr qu'on comprenait tout ça, mais en même temps, pourquoi nier une rencontre à une personnalité qui est intéressante pour nous? Et bien sûr qu'on se basait sur les intérêts fondamentaux de la Russie et de la France, aussi bien que nous allons le faire toujours avec Monsieur le Président dans nos activités futures. Слышно меня?
Ksenija Fedorova, RT France. Вопрос по Сирии. Ситуация в Сирии Ksenia Fedorova, une question par rapport à la Syrie. La situation à Syrie prouve une fois de plus que, restant seul, un pays ne peut pas avoir beaucoup de succès dans la résolution de cette crise. Est-ce que vous acceptez la coopération entre la Russie et la France par rapport à la solution de ce conflit? Et si jamais c'est possible, en continuant en quelque sorte la question qui était posée par mon collègue par rapport à la campagne électorale en France. Les journalistes russes avaient eu des difficultés pour avoir accès à votre quartier général, à votre bureau. Qu'en pensez-vous de construire les relations avec les journalistes français, Monsieur le Président? Les journalistes étrangers, pardon, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par la deuxième question. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne. C'est simple, les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai rien. Rien, madame. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Ensuite, pour ce qui est de la première question, j'ai répondu tout à l'heure, il y a bien évidemment et il y aura une coopération entre nos deux pays sur la question syrienne. Elle est indispensable et c'est d'ailleurs la décision que j'ai prise, que j'ai proposée au président Poutine. Je souhaite qu'il puisse y avoir une coopération forte sur ce sujet. Parce que nous avons une priorité, celle-ci est commune, c'est la lutte contre les terroristes. Elle est absolue, fondamentale, c'est la priorité des priorités. La deuxième chose que je souhaite poursuivre, c'est d'échanger nos informations pour être plus efficaces sur le terrain. Et ensuite, c'est que nous puissions éviter la désagrégation d'un État syrien, la fragilisation de la région, et qu'avec les deux lignes rouges, si je puis dire, que j'ai évoquées, intransigeance à l'égard de l'utilisation des armes chimiques et très grande exigence à l'égard des accès humanitaires, nous puissions avancer ensemble. Mon souhait, c'est celui-là. Je souhaite gagner la guerre contre les terroristes en Syrie et je souhaite qu'on puisse construire ensemble une paix durable et une stabilité politique en Syrie. Et cela passera par un travail conjoint dont nous avons aujourd'hui jeté les bases. Comme vous savez tous, la France apporte une contribution dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la coalition internationale guidée par les États-Unis d'Amérique. À quel point la France est-elle souveraine dans la résolution de ces questions opérationnelles? Là, nous ne savons rien parce que ce sont des accords entre les alliés. On n'est pas alliés, du coup, on n'en parle pas. Mais ce qui est plus important, c'est une autre chose. Ce qui prédomine, c'est le fait que pendant les négociations d'aujourd'hui, on a ressenti que certaines choses ont une même évaluation de notre part aussi bien que de partie de la France. Même s'il y a certaines divulgations, certaines différences par rapport à telle ou telle question, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont communes, qui sont partagées, et ça laisse à penser que nous sommes en mesure de les intensifier et d'améliorer la qualité de ces contacts. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre maintenant en allant à l'exposition. Merci à vous. Merci pour votre attention. Conférence de presse donc commune de... Monsieur le Président, il n'y a eu que 3 questions. J'en ai encore une pour vous. Non, parce qu'il y en avait 2. Voilà. Alors allez-y, les dernières. Oui. Bertrand Galichet, France Inter.
Je voulais revenir sur la question de la Syrie pour une réponse assez précise de votre part sur le processus politique que vous appelez de vos voeux. Vous avez dit au G7 que la Russie, la Turquie et l'Iran qui travaillaient sur la question syrienne, ça ne vous convenait pas, que c'était une défaite pour l'Occident, ce sont les mots que vous avez employés. Est-ce que dans ce cadre-là, vous envisagez une reprise du dialogue politique avec l'État syrien, puisque vous voulez conserver un État, et éviter le chaos? Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à rouvrir notre ambassade à Damas? Première question. Deuxième question concernant l'Ukraine. Vous avez là aussi évoqué un processus qui est celui de Minsk et puis le format Normandie pour reprendre la discussion, mais en même temps, le G7 a évoqué des sanctions possibles contre la Russie, de nouvelles sanctions dans ce dossier de l'Ukraine. Est-ce que ça n'est pas incompatible? Merci. Alors, sur le premier sujet, il est évident que nous devons inventer le cadre de ce processus diplomatique que j'évoquais, mais que je rappelais à l'instant. Mais je vous confirme, en effet, que ce qui s'est mis en place à Astana, qui a eu un mérite pour la désescalade militaire et la stabilisation militaire de la zone, ne peut être satisfaisant, en tout cas ne peut régler politiquement et diplomatiquement dans la durée la situation et ne peut nous satisfaire compte tenu de ce que nous avons à connaître du conflit syrien, c'est-à-dire des groupements terroristes qui nous frappent et dont nous sommes l'une des cibles prioritaires et dont nous avons connu directement les conséquences, et d'autre part, un pays d'où sont partis nombre de migrations qui ont profondément bousculé l'Europe. Nous l'avons partagé avec le président Poutine. Mon souhait est en effet que nous ayons un cadre politique et diplomatique de discussion pour construire la paix. Et donc, dans ce contexte-là, il est indispensable de pouvoir discuter avec l'ensemble des partis en présence. Et donc, à ce processus, il faudra, qui va commencer par des échanges d'informations et de positions communes, adjoindre nombre d'autres partenaires et, en effet, discuter avec l'ensemble des parties prenantes du conflit syrien, y compris les représentants de M. Bachar el-Assad. Pour autant, la réouverture de notre ambassade à Damas n'est pas une priorité. En temps voulu, comment la chose se passe, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations sur les ambassades, ça n'est pas mon obsession. Mon obsession, c'est d'avoir une feuille de route diplomatique et politique claire qui permette de construire la paix et de stabiliser cette région en même temps que nous éradiquons les terroristes. Voilà. Donc il y aura derrière beaucoup de pragmatisme, mais je rappelle les deux exigences que j'ai posées. Il n'y aura aucune faiblesse s'il y a quelque utilisation que ce soit d'armes chimiques et une riposte immédiate, et il y aura à chaque fois la recherche de toutes les solutions humanitaires et des accès humanitaires dans tous les théâtres d'opération qu'il impose. Donc ça, c'est sur le sujet syrien, et c'est ce sur quoi nous travaillerons les prochaines semaines et les prochains mois. Sur le sujet ukrainien, je vous confirme qu'à ce stade, G7 a eu des propos qui n'excluaient pas une escalade si besoin était. Mon souhait, ce n'est pas qu'il y ait une escalade. Mon souhait, c'est que nous arrivions dans le cadre des accords de Minsk à, au contraire, trouver les solutions et à ce que, côté ukrainien et côté russe, il y ait une désescalade, compte tenu de tous les détails et toutes les situations que nous avons ensemble évoquées. Et donc, dans ce contexte-là, nous allons, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avoir une discussion en format Normandie qui permettra de faire une évaluation complète de la situation. Et c'est aussi pour cela que nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un rapport préalable de l'OSCE qui exprime aux 4 parties prenantes la réalité, en particulier des situations d'armement aux frontières et des zones de conflit, puisque l'OSCE, comme vous le savez, est en charge d'accéder à chacune de ces zones et d'en rendre compte. Voilà, de manière très transparente, ce que je souhaite. Et donc, ce à quoi nous devons œuvrer collectivement, c'est plutôt à ce qu'il y ait tout au moins une stabilisation, mais plutôt une désescalade des choses, dans le cadre des accords de Minsk et du respect du processus défini.
De mon côté, je voudrais vous remercier pour votre question, surtout pour la deuxième partie de cette question. Vous avez posé la question par rapport à des sanctions contre la Russie. À quel point est-ce que ces sanctions peuvent aider à normaliser la crise au sud-ouest en Ukraine? Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables d'aider à trouver la solution à cette crise. Alors, profitant de cette occasion, je m'adresse à tous les mass médias de France, du monde, en disant qu'il faut lutter pour lever toutes les restrictions dans le domaine économique. Et c'est seulement que dans ce cas-là, que la politique puisse être libre et que l'économie étant sans restrictions et sans barrières puisse aider nous tous à restaurer le bon niveau et la bonne qualité de vie de nous, nos citoyens, partout dans le monde. Je vous en remercie. Là, on est bon. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en avait 4. On est bon? C'est bon, hein? Merci. Faites-la passer. Merci à vous. Très bien.